Bonjour à vous tous, Shavuot, merci de nous avoir rejoints. Donc, nous accueillons ce matin Jean-Luc Landier, que la plupart d'entre vous connaissent bien déjà, et qui va donc nous parler de Léon Blum, mais Léon Blum sous un jour qui n'est pas forcément celui sous lequel il est le mieux connu, c'est-à-dire en quelque sorte sa part juive. Dont on va voir qu'elle a été loin d'être négligeable dans l'itinéraire de Blum lui-même. Donc je laisse tout de suite la parole à Jean-Luc en le remerciant par avance de son intervention. Je vous rappelle par ailleurs que nous sommes enregistrés, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, il faut que vous coupiez vos caméras. Voilà, je laisse la parole à Jean-Luc et on se retrouve ensuite pour la discussion. Écoutez, merci de m'accueillir à nouveau au Beth Midrash d'Adat Shalom. Je suis très heureux de vous retrouver à distance, à défaut de pouvoir vous voir plus facilement des visus. La pandémie perturbant, comme chacun sait, les relations sociales. Donc, je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'une partie importante, d'une fraction importante de la vie, de l'œuvre et de la personnalité d'un des plus grands hommes d'État français du XXe siècle, Léon Blum. Léon Blum, qui est un des hommes d'État qui a soulevé, un des hommes d'État français des 100 dernières années, qui a sans doute soulevé le plus de passion. Il a été admiré pour ses exceptionnels talents intellectuels, pour son immense culture, son éloquence. Il fut aimé, profondément aimé au moment du gouvernement du Front populaire, pour sa générosité, son désintéressement, mais pour l'œuvre sociale qu'il a laissée et dont nombre d'entre nous bénéficient encore aujourd'hui. Mais l'histoire a aussi retenu les flots de haine dont il fut l'objet tout au long de sa vie politique. Les nombreux adversaires de Blum ont le plus souvent mêlé à l'antisémitisme affirmé ou sournois à la contestation de son action politique ou de sa pensée. Les attaques écrites et même physiques des antisémites se sont déchaînées contre lui avec une telle violence que le souvenir laissé par Blum est indissociable de sa condition de juif. Et il n'oublia jamais, il montra toujours son soutien aux causes du peuple juif, au nom des valeurs de justice qui l'inspirèrent toute sa vie et aussi du message universel de la France. Donc, je ne vais pas tenter de vous retracer une biographie de Léon Blum et de sa vie et de son œuvre. Il y a eu d'excellentes biographies qui ont été publiées au cours des 40 dernières années. Je citerai celle de Jean Lacouture, celle de Serge Bernstein et celle d'Ilan Greisamer, écrite en 1996, dont je me suis inspiré, ainsi que l'œuvre plus récente de Frédéric Salabarou, qui est consacrée à la jeunesse de Léon Blum, un ouvrage intitulé Blum le Magnifique, qui m'a également beaucoup aidé. Donc, Léon Blum fut un des esprits les plus brillants de son temps, un pur produit de l'assimilation des Juifs aux valeurs de la France. Il est né le 9 avril 1872 dans un immeuble à la façade étroite et pauvre, 151 rue Saint-Denis, dans une famille de Juifs alsaciens originaires du petit village de Westhofen, près de Orfelden, dans le Bas-Rhin. Il est issu d'un milieu très modeste. Son père, très jeune, a quitté son village pour s'initier au commerce de tissus. Et il s'est établi vers 1848, je crois, à Paris, où il a racheté une petite affaire de passementerie qu'il a fait prospérer, qu'il a fait prospérer en profitant de l'expansion économique du Second Empire. La mère de Léon Blum, née Marie Hirsch-Picard, était elle aussi originaire d'Alsace, de Ribeauvillé, dans le Haut-Rhin. Elle était née à Paris, elle était la fille d'une libraire très marquée par la culture du XIXe siècle, une libraire éprise de littérature française et très attachée aux idéaux de la République au XIXe siècle. Donc, le milieu de Léon Blum, c'est le milieu des Juifs de Paris en pleine ascension sociale, qui, après l'émancipation accordée par la Révolution, jouissent de tous les bienfaits d'une société libérale. Le jeune Léon grandit dans une famille de commerçants aisés où la promotion sociale par l'étude est l'axe majeur. La promotion sociale passe par la culture et les succès scolaires puis universitaires. Et très tôt, Léon Blum se montre un enfant très brillant. Ses parents et ses maîtres dès l'école primaire
décèle chez lui des qualités intellectuelles exceptionnelles, d'un enfant, je cite Alain Gaitzamer, d'un enfant qui brille en tout, surtout en histoire et en récitation, à la grande fierté de ses parents. Léon Blum fut un élève brillant des lycées Charlemagne, puis Henri IV, où la force de sa pensée souleva, lors des épreuves du baccalauréat, l'admiration de son correcteur de l'épreuve de philosophie. Donc, ces remarquables talents trouvèrent dans son milieu familial un terreau nourricier. La passion pour la littérature française lui fut transmise en particulier par sa grand-mère maternelle, qui l'initia à la lecture de George Sand. Mais le goût des études lui fut transmis par sa mère. Or, sa mère, comme les familles de la petite bourgeoisie de l'époque, a été très peu à l'école, une formation très limitée, mais elle alla jusqu'à apprendre le latin afin d'aider ses 5 fils, dans leurs travaux scolaires. Comme le souligne Frédéric Salabarou, les ambitions de la famille Blum reflétaient les valeurs des Juifs européens de leur temps. Soif de promotion sociale, exigence du succès scolaire, goût pour la culture. Et cet itinéraire m'a rappelé celui des Juifs de Vienne, dont je crois avoir déjà parlé dans ce Cénacle il y a quelques années. L'itinéraire de Blum m'a rappelé celui d'Arthur Schnitzler, par exemple, le grand écrivain juif autrichien, ou celui de Stefan Zweig, de 10 ans plus jeune que lui, qui lui aussi était un Wunderkind, un enfant brillant, issu d'un milieu juif en pleine ascension sociale. À la place de la tradition religieuse et de notre particularisme culturel juif dans la famille, s'est réduite progressivement dans la société libérale du Second Empire, société ouverte à la promotion sociale de ses enfants. Léon Blum s'associa dans sa prime jeunesse aux pratiques religieuses limitées de la famille, qui se rendait à la choule de la rue de la Victoire, aux grandes fêtes, à Rosh Hashanah et à Kippour, et qui respectait encore la cacheroute. Mais Léon Blum ne ressentit jamais aucun sentiment religieux. Son grand ami de jeunesse, Thaddeus Nathanson, cité par Alain Gaitzamer, disait de lui qu'il n'a jamais manifesté qu'il ressentait son judaïsme comme quelque chose de religieux. Et André Gide, grand écrivain, son camarade du lycée Henri IV, regrettait que les Juifs, au premier rang desquels son ami Léon Blum, mettaient un point d'honneur à n'avoir jamais lu la Bible. Je rappelle qu'André Gide était issu d'une illustre famille protestante qui, elle, lisait la Bible. Frédéric Salabarou souligne toutefois qu'il existe chez Blum un sentiment profond d'appartenance, une forme de nostalgie d'une identité originelle, que l'on peut résumer par l'idée d'âme juive. Léon Blum ne se qualifiera jamais d'israélite, comme on le disait à l'époque dans ses écrits, mais portera fièrement tout au long de sa vie sa qualité de juif, avec une sorte d'élégance affirmée, une sorte d'élégance de dandy, dans laquelle ses amis, en particulier Gide, voyaient une soif de vie et de bonheur. Parmi les valeurs qui ont formé le jeune Léon Blum, c'est l'amour sans limite de la culture française et des principes de la Révolution 1789 qui occupèrent le premier rang. La famille Blum, comme nombre de Juifs de son temps, vouait une profonde reconnaissance à la France émancipatrice de l'abbé Grégoire, de Clermont-Tonnerre, de Robespierre aussi, de Barnave, qui en 1791 avait accordé aux Juifs d'Alsace-Lorraine la pleine égalité de droits avec leurs contemporains. Et le message universel de la Révolution française était perçu comme la réalisation des prophéties messianiques d'Israël. L'arrachement de l'Alsace-Lorraine à la France, à la suite de la défaite de 1871, accentua encore cet attachement sans borne, le transforma chez certains Juifs en un patriotisme sourcilleux. Mais pour Léon Blum, c'est plutôt la culture française, et tout particulièrement la littérature et le théâtre, qui furent son terreau nourricier et le socle de sa vocation première. Avec l'amour de la culture française, c'est aussi le souci constant de la justice qui fut au cœur des valeurs qui formèrent sa personnalité. Et ce sens inné de la justice, il lui fut d'abord transmis par sa mère. Comme le précise Salabarou, l'exigence de justice habitait sa mère jusqu'à la mélancolie. Il rappelle aussi que dans notre religion, la justice n'est pas seulement une valeur, c'est un devoir. Il met l'accent sur le concept de tikkun olam et de tzedaka, ainsi que sur les 8 degrés du devoir de justice et de charité définis par Maïmonide. Donc il y a donc une source juive, peut-être inconsciente, dans le souci de justice qui portera l'engagement politique ultérieur de Blum. Donc Blum ne s'est jamais considéré comme un Français israélite, mais comme un juif tout court. Le mot même d'israélite
et banni de ses écrits. Donc il prit rapidement ses distances avec la pratique religieuse et ses œuvres de jeunesse mirent l'accent sur l'éloignement des Juifs de son milieu avec la tradition. Ilan Greisamer souligne que le judaïsme du jeune Léon Blum ressort dans le thème central de ses écrits, la recherche du bonheur, d'un bonheur immédiat sur terre, sur cette terre. Blum définit cela comme des préoccupations juives. C'est dans ce monde qu'il faut chercher un autre monde, dit-il. Et comme l'ajoute Ilan Greisamer, Blum a une lecture juive de la francité. Léon Blum, grand admirateur de l'œuvre de Barès, eh oui, se sentait déraciné, sans attache charnelle avec la terre de France, mais profondément lié aux vraies valeurs de la France, celles de la Révolution. La passion de Blum pour la littérature se révéla très tôt dès son adolescence. Et en complément de ses études à normale supérieure, puis aux facultés de lettres et de droit, cette passion pour la littérature le conduisit à fréquenter les salons littéraires parisiens, puis très vite à contribuer à des revues. Il devint rapidement un critique littéraire de référence, puis un critique littéraire majeur, en particulier à la Revue Blanche, fondée par ses amis les frères Nathanson, qui était une revue très importante, une revue culturelle très importante de la France d'avant 1914. Il côtoyait dans les milieux littéraires de nombreux jeunes intellectuels issus comme lui de la communauté juive de Paris. Marcel Proust, bien sûr, Thaddée Nathanson, son ami, Tristan Bernard, Georges de Portoriche, un auteur de théâtre un peu oublié aujourd'hui, dont Léon Blum était un grand admirateur, aussi un certain Pierre Weber, avec lequel Blum se battra en duel. Si les amis non juifs de Léon Blum, comme André Gide et Jules Renard, ont souligné avec une certaine perfidie cette affinité sociale, il est douteux qu'elle était fondée sur une quelconque solidarité entre juifs. Ces intellectuels avaient comme Blum à la fois une même soif de réussite, l'amour de l'écrit et, le plus souvent, beaucoup de talent. À la fin de ses études de droit, Léon Blum décida de préparer le difficile concours d'entrée au Conseil d'État. Et il y parvint en 1895. Alors, à cette époque, comme c'était le cas jusqu'en 1945, avec la création de l'ENA, l'accès au grand corps de l'État se faisait par des concours spécifiques à chaque corps du Conseil d'État, corps de la Cour des comptes, corps de l'inspection des finances, auxquels les enfants, généralement issus de la grande bourgeoisie parisienne, se présentaient au sortir de Sciences Po, à l'époque baptisée École libre des sciences politiques. Donc Léon Blum rentra au Conseil d'État en 1895 et il y a également quelque chose, je dirais, de juif dans ce choix, puisque le service de l'État et de la République, c'est l'affirmation d'une admiration et d'une reconnaissance pour la France qui a poussé tant d'enfants de familles juives vers la haute fonction publique. Léon Blum se marie en 1896, il épouse Lise Bloch, elle aussi issue d'une famille de la bonne bourgeoisie juive parisienne, et il entame à ce moment une existence à la fois brillante et confortable de haut fonctionnaire et simultanément de critique littéraire et dramatique à la Revue Blanche et dans d'autres revues. Ses contributions à la Revue Blanche devinrent rapidement une des références majeures du Paris culturel de son temps, en particulier pour les écrivains et auteurs dramatiques de la Belle Époque. L'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus marqua un tournant majeur dans sa vie et elle contribua de façon déterminante à sa formation et à son engagement politique. Elle va imposer en lui la passion de la justice et de la vérité qu'il a toujours habité. Toutefois, Léon Blum, qui était jeune à l'époque, il avait 24 ans en 1896, ne fut pas un acteur majeur de l'affaire. Si en fin 1896, il prêta peu d'attention à la visite du grand Bernard Lazare à la Revue Blanche, et il le regrettera dans ses souvenirs sur l'affaire, publié en 1935, Léon Blum fut convaincu de l'innocence de Dreyfus en août 1897 par son maître de normale supérieure et ami, Lucien R. Et il s'engagea alors avec énergie dans le camp dreyfusard. Cet engagement l'amena à prendre ses distances avec des amis proches comme Pierre Louis, ami de jeunesse, et surtout avec son maître littéraire Maurice Barrès, le prince de sa jeunesse. Le coup de tonnerre du J'accuse de Zola, que Léon Blum qualifiait de chef-d'œuvre, donna un nouvel élan au camp dreyfusard. Blum apporta son expérience de juriste à Maître Laborie, l'avocat d'Émile Zola, lors de son procès, mais il ne peut empêcher la condamnation d'Émile Zola à 1 an de prison.
Blum soutint vigoureusement par ses écrits la cause de Dreyfus et après la découverte du poteau rose, le faux du colonel Henry et la nouvelle condamnation à 15 ans de prison d'Alfred Dreyfus devant le tribunal de Rennes. Bon, Alfred Dreyfus épuisé accepta la grâce présidentielle, mais cette acceptation de la grâce divisa le camp Dreyfusard. Et Léon Blum eut une posture sévère aux côtés de Charles Péguy et de Lucien R, puisqu'il regretta que Blum ait accepté la grâce présidentielle. Il a jugé à ce moment sévèrement Alfred Dreyfus en disant « S'il n'avait pas été Dreyfus, aurait-il été Dreyfusard ?» Et la famille Dreyfus n'a jamais pardonné à Léon Blum une qualification aussi sévère, alors qu'Alfred Dreyfus, comme vous le savez, était épuisé par 4 ans de bagne et bon, sa vie était en cause, sa survie était en cause. Donc, sur les instances de son frère Mathieu, de son épouse et également d'un certain nombre de ses amis, il a accepté la grâce du président Loubet. Pour Léon Blum, l'affaire Dreyfus fut un moment essentiel de son apprentissage politique et de sa conversion au socialisme, puisqu'il rencontra Jean Jaurès à ce moment, et Jean Jaurès deviendra très vite son maître à penser. Dans l'affaire Dreyfus, ce sont le déni de justice et la menace sur la République, sur la démocratie, qui ont marqué Blum, mais en aucune manière une quelconque solidarité juive. Léon Blum devint un homme politique, un homme d'État après la Première Guerre mondiale, où il devint un des dirigeants du Parti socialiste et ses fillots. Et c'est le deuxième temps de mes propos, un homme d'État fier face au déferlement de la haine antisémite. Pendant toute sa vie politique, Léon Blum a été la victime expiatoire de l'antisémitisme français sous ses formes les plus abjectes. Peu d'hommes politiques et d'hommes d'État français ont été autant haïs, insultés, calomniés, menacés que Blum. Il connut l'antisémitisme dès le début de sa carrière de haut fonctionnaire, puisque pendant l'affaire Dreyfus, les journaux monarchistes ont dénoncé la présence au Conseil d'État de jeunes magistrats juifs comme André Spire, qui fut un des précurseurs du sionisme en France et un grand poète, et aussi Paul Grunbaum-Balin, qui fut le grand ami de Léon Blum pendant toute sa vie, un militant et un actif, un homme politique important du Parti socialiste et ses fillots, et qui, lui, choisit pleinement le parti de l'assimilation totale. Les écrits de jeunesse de Léon Blum, homme de lettres, en particulier son célèbre essai « Du mariage », paru en 1907, l'exposèrent à l'hostilité des milieux catholiques et à une vague d'antisémitisme durable, où il fut accusé de perversité et de pornographie. Blum, non sans un certain goût pour la pornographie, fit reparaître cet ouvrage en 1937, peu après son départ de Matignon. Et pourtant, cet essai était bien innocent, si on le juge à l'aune des mœurs contemporaines, puisqu'il prônait l'amour libre et il recommandait aux jeunes filles d'avoir une expérience avant le mariage et de s'émanciper en ce domaine. Et il fut pourtant le socle, la base de la diabolisation antisémite dont Blum fut la victime au cours des décennies suivantes. Dès les années 20, alors que Blum était chef du groupe parlementaire du Parti socialiste et ses fillots à la Chambre des députés, la fortune imaginaire de Blum nourrit des fantasmes de l'antisémitisme français. Les écotiers d'extrême droite étaient persuadés, en particulier, qu'il possédait une merveilleuse argenterie et qu'il vivait dans le plus grand luxe. Il avait des maisons en Suisse, des châteaux en France, il avait des laquais poudrés à la française. Or, Blum ne fut jamais, le moins du monde, un homme d'argent. Il se montra toute sa vie peu intéressé par les questions matérielles. Il fut locataire de ses domiciles successifs. Il vécut confortablement parce qu'il eut son traitement de conseiller d'État, de maître des requêtes de conseiller d'État, puis surtout les revenus de son cabinet d'avocat. Mais il se désintéressait, il méprisait totalement les questions d'argent. Pas les questions d'économie, parce qu'il a très vite méprisé les principes de ce qu'on appelait à l'époque l'économie politique, mais pour lui, la gestion de sa fortune, son patrimoine personnel n'avait que peu d'intérêt. Et il connut même la gêne à la fin de sa vie. La haine antisémite dont Blum fut la cible, tant dans la presse qu'à la Chambre des députés, c'est un sujet à part entière qui pourrait remplir des bibliothèques, avec des thèmes variés et une pluralité d'auteurs. C'est Pierre Birnbaum, donc un des grands historiens du monde politique français, qui a classé les thèmes de l'antisémitisme dont Blum fut victime en 4 grandes catégories. Première catégorie, Blum était un juif errant, un écrivain bien oublié aujourd'hui, un écrivain de la Troisième République qui s'appelait Maurice Bedel, disait qu'il était venu d'une race errante, campé en Île-de-France par un hasard qui dut aussi bien mener à New York, au Caire ou à Vilna.
Maurras, le chef de l'Action française, qui fut son ennemi le plus farouche, disait que c'était un évadé de Palestine. Quant à Pierre Gaxotte, grand historien de l'Empire romain, qui fut ministre de Vichy, il disait que Blum avait des ancêtres chameliers errant dans le désert syriaque. Et la presse l'a accusé de se nommer en fait Karfunkelstein, patronyme imaginaire lancé par un journal bulgare et qui sera repris par le journal antisémite Gringoire en 1937. Et ce patronyme imaginaire de Karfunkelstein fut repris, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, dans le Larousse encyclopédique de 1960, qui disait que Léon Blum s'appelait en fait Karfunkelstein. Donc, cette calomnie eut la vie dure et la vie longue. Deuxième thème d'antisémitisme, Blum n'est pas une personne humaine, il est un animal. Il est délégitimé en tant que personne, en tant qu'être humain. C'est un dromadaire, disait Henri Béraud, un chameau ou une chamelle, disait Maurras. Pierre Gaxotte disait qu'il avait la tête triste d'une jument palestinienne. Et dès les années 20, Léon Daudet, le sinistre Léon Daudet, fils d'Alphonse Daudet, et écrivain, journaliste de l'Action française, eut recours à des injures à caractère sexuel, insinuant une homosexualité prétendue. Il disait que Blum était une prophétesse, qu'il était une Judith qui faisait l'amour avec l'Holoferne radical lors des négociations politiques entre le Parti socialiste et le Parti radical à la Chambre. Il était un androgyne aux gestes efféminés. Troisième thème, Blum aime le sang et veut la guerre. Donc là, on fait référence bien évidemment aux années précédant la Deuxième Guerre mondiale où Blum combattait le nazisme. Blum voulait saigner la France, il voulait la guerre à tout prix. Le parti d'extrême droite franciste disait qu'il était un détritus humain à traiter comme tel. Quatrième thème, la sexualité. Blum était un pervers sexuel. Son essai du mariage, donc il a fait rééditer en 1937, est travesti par ses détracteurs en apologie du viol, en outil de destruction de la moralité familiale, de la morale familiale. La délégitimation de Blum en tant qu'être humain, en particulier par Maurras, c'est bel et bien un appel au meurtre. Le dit Maurras n'a pas hésité à écrire dans l'Action française du 9 avril 1935 « C'est un homme à fusiller, mais dans le dos ». Cet appel explicite au meurtre n'allait pas tarder à être suivi des faits. Le 13 février 1936, alors que Blum rentre du Palais Bourbon avec son épouse Thérèse, sa voiture est attaquée à l'angle de la rue de l'Université de Boulevard-Saint-Germain par des Calmours du Roi, les militants de l'Action française, qui faillirent le lyncher. Blum est gravement blessé à la tête, il est hospitalisé, et seule intervention d'ouvriers du bâtiment et de passants lui permettent d'avoir la vie sauve. Mais l'acmé, le sommet de la haine antisémite à l'égard de Blum, fut le célèbre discours du député d'extrême droite Xavier Vallat à la Chambre des députés lors du débat d'investiture du gouvernement du Front populaire le 6 juin 1936. Je cite Xavier Vallat. Il est donc à la tribune de la Chambre des députés. « Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. » Et le futur commissaire général aux questions juives du régime de Vichy ajoutait « Pour gouverner cette nation paysanne qu'est la France, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol, plutôt qu'un talmudiste subtil. » La presse d'extrême droite, en particulier l'Action française de Maurras, de Daudet, de Béraud, Gringoire, Candide, Charivari, déverseront leur haine antisémite contre Blum pendant le gouvernement du Front populaire. Je cite quelques titres de ces journaux. « Les vacances juives de la légalité. Tout va très bien, monsieur le rabbin. Le bateau juif à la dérive. » Le bateau juif à la dérive, pardon. Et il est remarquable que Léon Blum sut faire face avec mépris et impassibilité au flot de haine dont il fut l'objet et à la violence qui le menaçait constamment. Fort d'une attitude de détachement dans les hauteurs, il n'y fit jamais publiquement référence et même dans son correspondance privée, il n'en fit jamais état. Ilan Greisamer regrette toutefois, et il a raison, que Léon Blum n'a pas réagi à ces attaques et qu'il s'est ainsi privé d'une réflexion de fond sur la nature et l'origine de l'antisémitisme. Les antisémites perçurent l'arrivée au pouvoir de Blum en juin 1936 comme le triomphe d'une communauté juive nécessairement solidaire à leurs yeux de son membre le plus éminent. Mais rien n'était moins vrai.
Si des organisations militantes comme la LICA de Bernard Lecache, la Ligue internationale contre l'antisémitisme, ancêtre de la LICRA d'aujourd'hui, engagée à gauche dans le combat contre le nazisme, soutinrent avec ardeur le gouvernement du Front populaire et son chef, il n'en fut pas de même d'autres courants de la communauté. Il est faux que le grand rabbin de Paris ait tenté de persuader Blum de renoncer au pouvoir, mais les instances du consistoire et la revue du consistoire de Raymond Raoul Lambert adoptèrent une position de prudente neutralité, conseillant aux Juifs de France de voter sans prendre en considération l'appartenance de Léon Blum à la communauté. Et le consistoire de Paris, en la personne du rabbin Kaplan, accueillera officiellement à la synagogue de la rue de la Victoire, le 14 juin 1936, le colonel de Larocque, chef du mouvement des Croix de Feu, à une cérémonie d'hommage aux combattants juifs pendant la Grande Guerre, alors que le même de Larocque n'avait pas désavoué une déclaration violemment antisémite d'un de ses membres, Darquier, futur Darquier Telpois, conseiller municipal de Paris et, comme vous le savez, futur deuxième commissaire général aux questions juives. Ilan Kreisamer souligne que Blum reçut de nombreuses lettres de Français israélites qui adjuraient de renoncer au pouvoir par crainte du recrudescence de l'antisémitisme. Mais il est logique que de nombreux juifs français, membres des classes moyennes, des petits chefs d'entreprise, commerçants, redoutaient, à l'instar d'autres petits bourgeois juifs, les réformes sociales que pourrait entreprendre le nouveau gouvernement en faveur de la classe ouvrière et des salariés. À l'inverse, comme le rappelle Ilan Kreisamer, l'arrivée de Blum au pouvoir a suscité un immense espoir auprès des Juifs immigrés, des Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, avec lesquels il entretenait depuis longtemps des relations cordiales, en grande particulier par l'intermédiaire de Marc Jahrblum, dont je reparlerai tout à l'heure. Les manifestations d'antisémitisme dont Léon Blum fut l'objet ne se limitèrent toutefois pas à la droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Dès 1933, lors d'une scission du Parti socialiste, le Parti socialiste effectivement a connu une scission au début des années 30, c'est la scission des néo-socialistes, courant animé par Marcel Déat et Adrien Marquet et Renoudel, courant qui, admirateur des régimes autoritaires, des régimes forts, en particulier du fascisme italien, souhaitait que le Parti socialiste, d'une part, prenne ses distances avec la dictature du prolétariat, avec le marxisme, et mette en œuvre, des principes d'un État fort, d'un État efficace. Donc, le courant néo-socialiste, animé par Marcel Déat, n'épargna pas à Blum des propos antisémites, puisque Déat le traitait de grand prêtre, gardien du temple et lévite suprême. Donc, il y avait au sein de la SFIO un climat antisémite souterrain et sournois qui se fera sentir au sein du parti pendant les années qui précédèrent le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Blum s'opposait violemment au secrétaire général du parti, Paul Faure. Paul Faure était un pacifiste irréductible. Il était favorable aux accords de Munich, il était favorable à un compromis avec l'Allemagne nazie. Il voulait éviter la guerre à tout prix. Un député socialiste proche de Paul Faure, un certain Chouffet, ira jusqu'à dire « J'en ai assez de la dictature juive sur le parti. Le socialisme n'est pas un ghetto. Je ne marche pas, moi, pour la guerre juive. » Lors du congrès de la SFIO à Nantes en 1939, un des membres de la commission administrative du parti déclara « Autour de Blum, il n'y a plus que des juifs, André Blumel, Salomon Grumbach, Louis Bloch, Jules Mock. » Voulant insister sur la commune attitude de dirigeants du parti d'origine juive sur les perspectives de guerre avec l'Allemagne nazie. Après la chute du gouvernement du Front populaire en février 1937 et l'échec du second cabinet présidé par Blum en mars 1938, Blum intervint moins directement dans la vie politique. Il fut essentiellement le directeur politique du journal Le Populaire, l'organe du Parti socialiste SFIO. Il fut toutefois un des mentors de la vie politique française. Il prodigua ses conseils à nombre d'hommes politiques et il eut surtout son prestige international fut considérable. La brutalité de la défaite militaire de 1940 et le choix de l'armistice par le maréchal Pétain le plongèrent dans le plus grand désarroi. Car ce sont désormais ses adversaires de toujours et les ennemis de la République qui exercent le pouvoir à Vichy après l'abdication du Parlement le 10 juillet 1940. Blum est bien évidemment un des 80 parlementaires qui refusent les pleins pouvoirs à Pétain, en dépit des intrigues et des menaces de Pierre Laval, qui conduisent à la mise à mort
de la Troisième République. Pour Léon Blum, le plus insupportable fut la trahison des députés socialistes qui votèrent en nombre en faveur des pleins pouvoirs à Pétain. Le maréchal Pétain fait arrêter Blum le 15 septembre 1940. Il est d'abord interné au château du Chazeron, près de Châtel-Guyon, puis en novembre 1940 à Bourrassol, près de Rion, où devait se tenir le procès des responsables de la défaite. Ses conditions de logement sont précaires, sont misérables, dans une saleté dans la France de l'époque à le secret. Blum est accusé par Vichy de crimes et délits dans l'exercice de ses fonctions de président du Conseil et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il prépare activement sa défense, lui qui, je le rappelle, avait adopté la qualité d'avocat et porté la robe d'avocat depuis 1920, et qui donc avait à la fois toute une maîtrise de la procédure judiciaire et une éloquence sans pareille, tout en poursuivant l'écriture de sa grande œuvre, sa dernière grande œuvre à l'échelle humaine. Pendant cette période, la presse antisémite, qui n'était plus muselée, puisque le décret Marchandeau de 1939 avait été aboli par Pétain, la presse antisémite déverse sa haine à l'encontre du juif Blum, qui a tout fait pour que la guerre éclate. Pétain fait interner Blum au fort du Portelet, dans les Pyrénées, en octobre 1941, puis à nouveau en début 1942, dans les conditions misérables de Bourrassol, près de Rion, puisque le procès des responsables de la défaite, entre guillemets, va se dérouler à partir du 20 février 1942. Devant cette cour de Rion, Blum y prononce une admirable plaidoirie qui met en évidence l'œuvre du Front populaire, l'œuvre économique du Front populaire, mais aussi l'œuvre militaire du Front populaire. Parce que je voudrais souligner que le Front populaire a entamé un très important effort de réarmement à partir de 1936, en particulier pour l'armée de terre et l'armée de l'air. Et Blum souligne les lourdes responsabilités des chefs militaires dans la défaite de 1940, à commencer par celle du maréchal Pétain, qui, je le rappelle, était ministre de la guerre au début des années 30. Celui-ci est contraint d'ajourner sine die un procès dont le retentissement mondial déconsidérait le régime des Vichy et renforça la résistance. Le procès de Rion était en fait celui de la République. Léon Blum y fut accusé au même titre que Paul Reynaud, Édouard Daladier ou le général Gamelin. S'il est évident que sa qualité de juif a aggravé l'hostilité du régime à son égard, elle ne fut pas un facteur central du procès. L'internement de Blum à Bourrassol se poursuivit. En fin 1942, les Allemands occupèrent la zone sud et en mars 1943, ils extrahièrent Léon Blum de sa prison de Bourrassol pour le transférer au camp de Buchenwald le 3 avril suivant. Blum restera exactement 2 ans entre les mains des nazis en compagnie de Georges Mandel. Ils sont l'un et l'autre des otages de haut rang susceptibles de servir de monnaie d'échange dans une hypothétique négociation. Il est évident que ces conditions d'internement n'étaient en aucune manière comparables à celles des internés du KZ de Buchenwald, du camp de concentration de Buchenwald. Il était interné dans une maison forestière, dans des conditions austères, spartiates, mais qui évidemment n'avaient rien à voir avec celles des déportés. Cette maison forestière était entourée d'une haute palissade, si bien que Léon Blum sut très peu de choses sur ce qui se passait à quelques centaines de mètres de sa résidence au camp de concentration de Buchenwald. Simplement une odeur prenante et étrange, vous devinez laquelle, celle des fours crématoires, le surprenait quelquefois. Léon Blum fut rejoint à Buchenwald par Jeanne Lévillier-Reichenbach, celle qu'il appellera Jeannot, qui sera sa 3e épouse. Jeanne Lévillier était une petite cousine de Léon Blum, de 27 ans plus jeune que lui, qu'il épousa devant un officier d'état civil allemand en 1943. Léon et Jeanne Blum, conscients de leurs conditions d'otage, ont vécu dans une angoisse permanente, accrue bien évidemment par l'ignorance du sort des leurs et surtout par le départ de Georges Mandel pour la France en juillet 1944, après l'exécution de Philippe Henriot par la résistance et la réquisition de Mandel par la milice, et surtout sur ordre d'Hitler. Vous savez quel sort funeste fut réservé à Georges Mandel lorsqu'il fut entre les mains de la milice, puisqu'il fut assassiné en forêt de Fontainebleau en juillet 1944.
Au printemps 1945, c'est la débâcle nazie. Face à l'avance alliée, les SS font quitter Buchenwald à leurs otages et les conduisirent dans le chaos de cette débâcle à travers l'Allemagne du Sud jusqu'au Tyrol du Sud, où Léon Blum fut libéré par l'armée américaine le 4 mai 1945. Pendant ce périple d'un mois, Léon Blum et Jeanne Blum s'attendaient à tout moment à être assassinés par les SS, compte tenu des conditions chaotiques qu'ils vivaient. À son retour de déportation, Léon Blum avait peu d'informations sur le sort des Juifs d'Europe pendant ces années d'internement. Il n'avait pu croire en 1942 les rumeurs sur l'extermination dont sa belle-fille Renée Blum, épouse de son fils Robert, lui fit part dès 1942. Ce n'est qu'à son retour de déportation qu'il découvrit l'ampleur du génocide dont le peuple juif avait été victime. Et il apprit alors le sort atroce que les nazis avaient réservé à son frère René Blum. René Blum était de 6 ans plus jeune que Léon. C'était comme Léon un homme de lettres, un intellectuel et également un artiste, puisqu'il a été directeur des ballets de Monte-Carlo. Homme courageux, il aurait pu rester aux États-Unis où il se trouvait en 1939. Il préféra rentrer en France, où il fut arrêté lors de la rafle des notables de décembre 1941, interné au camp de Compiègne, puis à Drancy. Il fut transféré de Drancy vers Auschwitz par le convoi numéro 36 du 23 septembre 1942. À l'arrivée du train à Birkenau, René Blum fut extrait de la file des déportés par les SS, conduit directement vers le crématorium et jeté vivant dans le four crématoire où les cadavres des victimes gazées se consumaient. Cette vision d'abomination a été relatée par un membre juif des Sonderkommando qui survécut. Il y eut donc des témoins. Troisième temps de mon intervention, Léon Blum fut un soutien constant des causes du peuple juif. Pendant toute sa vie publique, Léon Blum s'engagea pour toutes les causes du peuple juif. Et comme le souligne Ilan Greisamer, il est probable que Blum adhérait pleinement aux thèses de l'assimilation jusqu'en 1914. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il prit conscience de la situation précaire des Juifs en Europe orientale, puisqu'il expliqua à ce moment au ministre des Travaux publics Marcel Samba, dont il était le directeur du cabinet, la nécessité d'un soutien français à la cause du sionisme. Marc Jahrblum, qui était à la fois un membre actif du Parti socialiste et des Poalition, des sionistes socialistes à Paris, informa Chaim Weizmann de la présence d'un ami du sionisme dans les instances gouvernementales françaises. Et Weizmann établit une relation solide avec Blum pour le reste de sa vie. L'influence de Blum fut déterminante dans la décision française de soutenir la mise en œuvre de la déclaration Balfour dans le cadre du mandat britannique sur la Palestine en 1922. En octobre 1926, Léon Blum assista à Londres à la conférence économique sioniste et il fut hébergé à Londres par Chaim Weizmann. Léon Blum, soulignant le caractère purement pacifique du Yishuv, du projet foyer national juif, plaida publiquement pour que celui-ci puisse procéder à des emprunts sur le marché international. En août 1929, Chaim Weizmann obtint de Blum qu'il participât au 16e congrès sioniste à Zurich et à une réunion du bureau de la Sanche juive. Ilan Greisamer souligne l'influence de Chaim Weizmann, dont la personnalité était charismatique, l'influence que Weizmann exerçait sur Blum, qui ne pouvait rien lui refuser. Léon Blum avait le souci d'encourager l'évolution des Juifs vers le travail productif à la terre ou à l'usine. Et les remarquables réalisations des Juifs de Palestine, admirés par son ami le socialiste belge Emile van der Velde, renforcèrent son soutien à la cause sioniste. Chaim Weizmann intervint auprès de Blum en 1938 pour que les autorités du mandat français sur la Syrie expulsent le moufti de Jérusalem qui était réfugié à Beyrouth, et il fit aussi part de toute son angoisse à Léon Blum en avril 1939 face aux perspectives sinistres ouvertes par le livre blanc britannique sur la Palestine. Et c'est pour louer son soutien constant au projet sioniste en devenir que le kibbutz Kfar Blum, dans la vallée du Choulé, en Haute-Galilée, sera créé en 1943. Léon Blum, qui était très attaché à l'esprit pionnier du sionisme, l'appelait « mon village, ma ferme ». Par ailleurs, à la fin des années 30, Léon Blum redoubla d'efforts pour aider les réfugiés juifs qui fuyaient le nazisme. Usant de son prestige, il intervint auprès du ministère des Affaires étrangères afin que les réfugiés juifs de Tchécoslovaquie bénéficient de visas.
et il prit publiquement une position vigoureuse en faveur de l'accueil en France des réfugiés des Juifs fuyant le nazisme, en particulier lors du congrès de la LICA de novembre 1938. Dans ce discours, Léon Blum mit avec force en avant sa qualité personnelle de juif pour exprimer sa solidarité active aux Juifs d'Europe persécutés. À son retour de Buchenwald en mai 1945, Léon Blum prit pleinement conscience de la Shoah et de l'ampleur du drame dont le judaïsme européen avait été victime et qu'il affecta personnellement par l'assassinat atroce de son frère René. Il ne chercha toutefois pas, en dépit de son immense capacité intellectuelle, à interpréter la Shoah, à en analyser la signification profonde, ni à en trouver des explications. Il exclut dans ses écrits toute responsabilité collective du peuple allemand dans cet événement unique et à ce moment, ses prises de position lui valurent la critique des milieux juifs. La destruction de la majorité du judaïsme européen renforça sa conviction de la nécessité d'un État juif en Palestine. Léon Blum redoubla d'efforts en faveur de la cause sioniste, dont ses amis André Blumel, Édouard Depreux, Jules Mock, Daniel Meyer, qui étaient aux affaires à ce moment, étaient des soutiens ardents. Léon Blum fut amèrement déçu par la politique hostile au sionisme du gouvernement travailliste britannique, le parti frère du Parti socialiste français, gouvernement travailliste britannique qui mit en œuvre en Palestine une répression féroce contre les mouvements de résistance juifs. Lors de l'affaire de l'Exodus, en août 1947, Léon Blum critiqua vertement la politique britannique dans un article de presse et encouragea ses amis, les ministres Jules Mock, ministre des Transports, et Édouard Depreux, ministre de l'Intérieur, qui facilitèrent le départ de l'Exodus depuis Sète et refusèrent d'obliger, comme le demandaient les Britanniques, les réfugiés à débarquer en France. L'intervention personnelle de Léon Blum fut déterminante lors des débats à l'ONU qui précédèrent le vote sur la résolution du partage de la Palestine le 29 novembre 1947. Alors que la politique traditionnelle du Quai d'Orsay penchait vers l'abstention, Chaim Weizmann, en pleine nuit, sollicita par téléphone Léon Blum, qui réussit à convaincre le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, de donner des instructions à la délégation française afin qu'elle votât en faveur du partage de la Palestine. Et le vote français fut déterminé. Au printemps 1948, Léon Blum prit position avec énergie en faveur d'une proclamation immédiate de l'État d'Israël dès la fin du mandat britannique. Après la guerre d'indépendance et peu avant sa disparition le 30 mars 1950, Léon Blum se prononça en faveur du droit pour Israël de faire de Jérusalem sa capitale. Léon Blum a-t-il été un juif d'État, un grand commis de la République, parfaitement assimilé, figure de proue des valeurs de 1789 et de la laïcité combattante? Ilan Greisamer souligne que Blum fit exception dans cette série de figures emblématiques définies par Pierre Birnbaum, d'Israélites français fascinés par leur propre émancipation politique et sociale et lancés à l'assaut des sphères supérieures de l'appareil de l'État. Léon Blum n'eut jamais d'illusion sur une disparition dans l'antisémitisme qui serait le fruit du progrès de l'humanité et de l'œuvre de la République. Lui, dont la vie politique fut constamment marquée par la haine anti-juive. À la différence de trop nombreux juifs français, il ne ménagea jamais sa solidarité à l'égard des juifs de l'Est persécutés et réfugiés en France. Et il s'engagea avec une énergie qui ne fut jamais démentie en faveur du foyer national du peuple juif. Il répondit par un silence méprisant aux incessantes attaques antisémites dont il fut la victime, et il porta haut le nom de juif, dont il revendiqua avec fierté la qualité. Merci. Bon, il y a quelques événements dans la vie de Blum sur lesquels j'aimerais que tu parles un peu plus, dans mon souvenir ou dans mes lectures. Il y a d'abord, qu'est-ce qui se passe après l'assassinat de Jaurès en août 14 et ce qu'il en advint. Et je ne me souviens plus très bien si c'est lui qui a pris la suite. Ensuite, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit au moment de la guerre d'Espagne, Blum, c'est pas très clair. Et avant cela, c'est le fameux congrès de Tours dans lequel les communistes se sont séparés des socialistes parce que les socialistes ont refusé de reconnaître le Comintern créé par Lénine. Et à ce moment-là, il y a la fameuse phrase, je ne sais plus si c'est lui, qui a dit aux communistes qui devaient s'en aller, qui était, je crois, majoritaire. Il a dit « Nous allons garder la maison » jusque-là. Et cette phrase a dû revenir des décennies plus tard quand les socialistes sont apprêtés
à prendre le pouvoir. Et puis, le journal Le Populaire a été créé parce que les communistes qui étaient majoritaires ont gardé l'Humanité. Et pendant des années et des années, l'Humanité titrait journal fondé par Jean Jaurès. Bon, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus et sur la présence d'une extrême gauche au sein du Parti socialiste, très pacifiste, certains effectivement trotskistes et certains qui sont passés à la collaboration. Voilà plusieurs questions, si tu peux, que je te donne dans le désordre. Je t'entends pas là. Jean-Luc, on ne vous entend pas. Je vais peut-être donner, pour laisser un peu de temps à votre connexion pour se rétablir, peut-être donner la parole à Robert qui l'a demandé. Robert, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, j'espère qu'on m'entend. La question que je voudrais poser porte sur la position de Blum quand, à l'époque du Front populaire, c'est-à-dire, sauf erreur, en 1936, Blum devient le Premier ministre, sauf erreur, dirige la politique de la France. Oui. Or, on est en 1936, c'est-à-dire bien après la montée au pouvoir de Hitler. Donc, la question est, quelle a été l'attitude de Blum, personnellement, et de son gouvernement par rapport à un gouvernement nazi lorsqu'il a le pouvoir en 1936? Et ça, c'est une première partie de la question. La deuxième partie porte sur la politique de Blum pendant la courte période où il est au pouvoir, en ce qui concerne le réarmement de la France. Je crois savoir que ce qui a été reproché ensuite par les adversaires de Blum, lorsque, à la suite de la défaite de 1940, ça a été de dire que cette défaite était liée à l'absence de préparation de Blum, voire au désarmement français par le gouvernement de Blum par rapport à une guerre qui se profilait. Voilà, c'est ma question. Tout à fait. Bien, je vais essayer de répondre à ces nombreuses et passionnantes questions, effectivement, qui nous amènent donc à revoir toute la vie et l'œuvre du grand Français que fut Léon Blum. Est-ce que vous m'entendez à peu près correctement? Plus ou moins? Donc, je vais essayer d'articuler, de parler lentement pour être audible. Alors, premier point, première question de Tony. Blum, le 31 juillet 1914, après l'assassinat de Jaurès, il fait un coup de tonnerre pour tous ses amis. Jaurès était un ami proche, et le mentor, le maître à penser de Léon Blum, c'est lui qui l'a initié au socialisme, qui l'a fait rentrer au Parti socialiste, qui a fait que Blum a été un des fondateurs de l'humanité, comme Tony a fait référence tout à l'heure, avec un certain nombre de personnalités intellectuelles, dont nombre d'entre eux étaient issus de la bourgeoisie juive, d'ailleurs, à l'époque. Donc, l'assassinat de Jaurès, c'était un coup de tonnerre qui donc a mis fin à tout ce que Jaurès pouvait apporter pour ralentir la marche inexorable à la guerre. En effet, bon, Jaurès était en fait la principale voie qui s'opposait à la mécanique infernale qui a entraîné le déclenchement de la Première Guerre mondiale par le jeu des alliances. Les socialistes français, patriotes, hostiles à l'impérialisme allemand, étaient d'abord soucieux de la défense nationale. Je rappelle que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France. Et dès lors que la guerre a été déclarée à la France, il était normal que la patrie en danger. Père Jean Jaurès s'est rangé comme je ne veux pas dire comme un seul homme, mais la majorité des socialistes français, dont Léon Blum, se sont rangés dans l'union sacrée
et ont soutenu la guerre. Léon Blum, le Parti socialiste, est rentré dans le gouvernement de l'Union nationale de Viviani, ancien socialiste. Marcel Samba est devenu ministre des Travaux publics et Blum est devenu son directeur de cabinet. Donc, pour résumer mes propos, pendant la Première Guerre mondiale, Blum a été un des artisans de l'effort de guerre au plan économique, l'effort de guerre français, et donc, effectivement, on s'est trouvé assez loin du pacifisme idéaliste de Jaurès, que nombre de socialistes soucieux de défendre la France ont évidemment mis de côté. Deuxième question de Tony, le congrès de Tours. 1917, révolution d'octobre, fin 1917, 1919, si je ne me trompe, Zinoviev, donc collaborateur direct de Lénine et juif, comme vous le savez, en charge des relations avec les partis socialistes de l'étranger, cherche à fonder la Troisième Internationale et publie un certain nombre de points qui impliquaient l'adhésion des partis socialistes au nouveau courant de la révolution bolchevique qui venait de triompher du tsarisme en Russie. Donc, les 12 points, je crois que c'était 12 points d'adhésion à l'international communiste sont soumis au congrès de Tours. Il y a un débat au congrès du Parti socialiste français qui se tient à Tours en 1920. Il y a un débat au sein du Parti socialiste. La majorité des socialistes acceptent les points d'adhésion à la Troisième Internationale et donc deviennent les fondateurs du Parti communiste français. Léon Blum, lui, ayant pris connaissance de ces différents points qui impliquaient une discipline de fer auquel devaient se soumettre les partis socialistes vis-à-vis de l'international, Léon Blum a tout de suite décelé dans les points d'adhésion à l'international l'embryon, le germe d'une dictature qui mettait en cause la démocratie libérale et le respect de la personne humaine, et il a refusé ces points. Donc, avec une minorité des membres du Parti socialiste, il a, comme le dit Tony, gardé la vieille maison et donc il est devenu le chef du Parti socialiste SFIO maintenu. Comme l'a dit Tony, bon, le journal Blum et la guerre d'Espagne. Oui, cette conversation va être enregistrée, voilà qui m'honore. Donc, Léon Blum est président du Conseil depuis début juin 1936. Le 18 juillet 1936, le général Franco, enfin les militaires espagnols déclenchent un coup d'État contre le gouvernement légal et légitime de la République espagnole, gouvernement du Frente Popular, allié évidemment du gouvernement Front populaire de Léon Blum, proche idéologiquement du gouvernement Front populaire de Léon Blum. Léon Blum et un certain nombre de ses amis veulent soutenir le régime frère espagnol en but à un pronunciamento, à un coup d'État militaire, mais il se heurte à ses alliés politiques. Et Léon Blum, au sein du gouvernement Front populaire, était allié du Parti radical, pas du Parti communiste, qui soutenait le gouvernement sans y participer. Il était allié du Parti radical. Le Parti radical était absolument hostile à toute intervention dans la guerre d'Espagne, donc à tout soutien au gouvernement légal espagnol. Par ailleurs, la France était alliée de la Grande-Bretagne. L'armée française n'était pas très forte à l'époque. On s'en est rendu compte en 1940 et je reviendrai sur ce point. Mais la France devait tenir compte de son allié britannique. Et les Britanniques, dirigés à l'époque par le Parti conservateur, étaient très hostiles au gouvernement espagnol de Front populaire, dans lequel ils voyaient un embryon de bolchevisme. Et les Britanniques excluaient absolument tout soutien à la République espagnole. Donc Léon Blum s'est trouvé face à un déchirement. Si lui-même et quelques-uns de ses amis étaient favorables à une intervention, à un soutien militaire, ses alliés l'ont menacé d'une crise politique
Et donc, il a dû se résoudre à une politique de non-intervention. Il a dû mettre en œuvre, avec l'appui de la Grande-Bretagne, une politique de non-intervention à laquelle l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ont fait semblant de s'associer. Il y a eu un blocus des côtes espagnoles, un embargo sur les armes, les livraisons d'armes à l'Espagne, embargo qui a été immédiatement violé et par l'Allemagne nazie et par l'Italie fasciste, qui ont donc livré des armes et un soutien en hommes et en matériel au camp nationaliste, au camp du général Franco. Bon, Léon Blum a réussi, avec Jean Moulin, qui était directeur du cabinet du ministre de l'Air, Pierre Cotte, à faire passer quelques armes françaises à la République espagnole, mais en un nombre beaucoup plus réduit que les armes allemandes et italiennes qui affluaient en faveur du camp nationaliste. Donc, pour Léon Blum, c'était un déchirement. Un déchirement, son cœur était brisé parce qu'il était pleinement solidaire du régime de la République espagnole et il a dû se résoudre à une politique de retrait, de non-intervention. Et il a été vertement critiqué par la gauche de l'époque, l'extrême gauche de l'époque. Le Parti communiste lui a vivement reproché cette non-intervention. Donc, il a été accusé de trahison, accusé de lâcheté, accusé de mollesse, tout ce que vous pouvez imaginer. Troisième question, je crois que Denis avait évoqué le journal L'Humanité, donc je lui ai fait rapidement référence. Donc, le journal L'Humanité était laissé entre les mains du Parti communiste, et c'est le journal Le Populaire qui était l'organe du Parti socialiste SFIO. Ensuite, question du professeur Zetoun sur l'attitude du gouvernement populaire à l'égard de l'Allemagne nazie et la politique d'armement du gouvernement du Front populaire. Attitude du gouvernement de Léon Blum à l'égard de l'Allemagne nazie tout d'abord. Bon, d'abord, Léon Blum, je le répète, était à la tête d'un gouvernement de coalition. Et la diplomatie était entre les mains du Parti radical, dont le ministre des Affaires étrangères est un certain Yvon Delbos, un radical plutôt pacifiste, et donc soucieux d'une politique de prudence à l'égard des régimes autoritaires qui dirigeaient l'Allemagne et l'Italie à l'époque. Et donc, la France a eu une attitude, je dirais, prudente, mais une attitude qui cherchait quand même, à l'époque du Front populaire, la France a une attitude de prudence à l'égard de l'Allemagne nazie, et elle n'a pas, je dirais, voulu heurter de front le régime hitlérien qui lui-même cherchait à donner, lui-même, nous sommes en 1936, l'année des Jeux Olympiques, une image, je dirais, civilisée. Je vous rappelle que lors des Jeux Olympiques qui ont eu lieu au cours de l'été 1936, en juillet-août 1936, les mesures antisémites des lois de Nuremberg ont été provisoirement suspendues, les panneaux dénonçant les juifs et mettant à l'index les magasins juifs ont été retirés des rues de Berlin, et donc l'Allemagne s'est donné pendant 2 mois une image de nation civilisée et très avancée. Et donc, bon, la politique du gouvernement français était assez mal à l'aise face à l'Allemagne. Blum a dû quitter le pouvoir en février 1937, donc avant l'Anschluss, et donc il n'a pas connu, je dirais, les étapes les plus cruciales. Enfin, les étapes les plus cruciales de l'agressivité nazie ne se sont pas produites sous son gouvernement. La réoccupation de la Rhénanie, par exemple, a eu lieu avant que le gouvernement Blum vienne au pouvoir. Elle a eu lieu au printemps 1936 et l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, a eu lieu en mars 1938. Donc c'est surtout la guerre d'Espagne qui entraînait, je dirais, un frottement majeur entre la France et l'Allemagne, et je vous ai décrit donc la politique boiteuse de non-intervention à laquelle Blum a dû se résoudre. Alors, autre question de M. Zetoun, Blum a été accusé d'avoir désarmé la France. Alors, c'est justement un des points principaux de sa plaidoirie dans le procès de Riom. Blum a pu prouver devant ses juges de Riom qu'il a fait au contraire, qu'il a déployé au contraire tous les efforts pour réarmer la France. Effectivement, le gouvernement populaire a cherché à rééquiper l'armée française, notamment en chars et en avions, et il a effectivement doté l'armée française d'une quantité importante de blindés. En 1939, la France avait plus de blindés que l'Allemagne. Le problème, c'est que ces blindés étaient mal employés, mal utilisés, ont été mal utilisés en 1940.
Pour l'aviation, ma réponse sera plus complexe. Blum a également cherché à rééquiper l'aviation française en matériel, mais il faut savoir que l'industrie aéronautique française, à l'époque, était morcelée en de multiples petites et moyennes entreprises, et que donc, ces entreprises avaient une capacité de production beaucoup plus faible que les usines Heinkel ou Messerschmitt en Allemagne. Donc l'aviation française est effectivement beaucoup plus faible en 1939 qu'à la Luftwaffe, mais bon, c'est peut-être plus dû à un problème structurel qu'à une politique, je dirais, pacifiste et incapable du gouvernement du Front populaire. Donc, il y a eu un véritable effort d'armement du Front populaire. Donc, contrairement à l'accusation de Vichy, ce n'est pas le Front populaire, ce n'est pas la loi des 40 heures qui est à l'origine de la défaite française. Si la France était battue en 1940, c'est en raison de l'incapacité du haut commandement français, à combiner le char et l'avion, comme De Gaulle le recommandait dès le début des années 30, et doctrine militaire que les Allemands ont su déployer à merveille à nos dépens en mai-juin 1940. Voilà, j'espère avoir répondu aussi précisément que possible à ces questions qui sortaient du champ de la judéité de Léon Blum, mais qui relevaient de l'histoire de France. Oui, merci Jean-Luc. Peut-être deux précisions qui ne contredisent pas ce que vous venez de dire. La première concernant l'attitude à propos du conflit espagnol. Blum a été en fait très représentatif de ce point de vue. En tout cas, il a mesuré, plus me semble-t-il, que la difficulté des alliances avec effectivement un parti radical très hostile à une intervention. Il a mesuré le fait que sur ce sujet, l'opinion publique française était très divisée. Et que plus encore que très divisée, elle était très largement parcourue, non seulement par le pacifisme, mais ce qu'on appellerait plutôt un pacifisme intégral, c'est-à-dire l'idée que, de toute manière, quel que soit le problème qui se pose, aucun mot n'est supérieur à la guerre. Et Blum, dans son discours de Luna Park, effectivement, ne souhaite pas ou n'est pas capable de dépasser cette position qui était effectivement très, très généralement partagée. Et il a été l'un des théoriciens, entre guillemets, de la non-intervention et de l'embargo, donc qui était bien évidemment une plaisanterie. Donc, voilà. Et puis, la deuxième chose, sur la question de la politique d'armement menée par le Front populaire, ce qu'on oublie très souvent de dire, c'est que les 40 heures, donc, qui sont issues des accords de Matignon, ont été appliquées dans l'ensemble de l'industrie française, sauf dans les usines d'armement. Et ça, spécifiquement, semble-t-il, sur intervention de Blum, qui mesurait par ailleurs le danger. Donc, ça permet, je crois, de faire un sort définitif à cette vieille accusation qui court à la fois contre le Front populaire et encore plus contre Blum, d'avoir désarmé la France face à l'Allemagne nazie. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Effectivement, sur la guerre d'Espagne, l'opinion française était extrêmement partagée. Si à gauche, les milieux proches du Parti communiste et ce qu'on appellerait aujourd'hui des intellectuels de gauche est tout à fait favorable à l'intervention en Espagne, si un nombre de jeunes Français, notamment beaucoup de Juifs, sont engagés dans la brigade internationale, l'opinion, je dirais, conservatrice, en fait, l'opinion catholique soutenait le camp nationaliste. Donc, la presse française de droite avait mis l'accent sur des crimes anticléricaux, il faut le dire, qui ont été commis par des anarchistes espagnols pendant la période de troubles qui ont suivi l'élection du gouvernement de Frente Popular entre février et juillet 1936, par des assassinats de prêtres, par des viols de religieuses. Et donc, une bonne partie de l'opinion de droite française était très favorable à la cause du mouvement national espagnol, le mouvement catholique, la croisade. On a même fait, je crois, des journalistes français ont offert une épée d'honneur au colonel Moscardo, qui avait défendu l'Alcazar de Tolède contre les troupes républicaines, qui a été ensuite délivrée par l'avancée des troupes de Franco. Donc, une opinion très partagée, très partagée. Mais ce fut un crève-cœur pour Blum, quand même. Robert ? Oui, je reviens sur l'attitude de Blum et de son gouvernement par rapport à l'Allemagne nazie. Blum, donc,
a créé un gouvernement Front populaire en 1936. Sauf erreur, entre 1932 et 1936, l'Allemagne hitlérienne, à part ce que vous avez souligné, c'est-à-dire les 2 mois des Jeux olympiques, mais l'Allemagne hitlérienne s'était déclarée complètement et ouvertement comme une Allemagne antisémite. Je ne me rappelle plus exactement quelle est la date de la nuit de cristal, mais je me demande si ce n'était pas avant 1936. 9 novembre 1938. 9 novembre 1938. La nuit de cristal. 9 novembre 1938. Oui, donc je fais une erreur là, excusez-moi. Mais néanmoins, l'attitude antisémite, les déclarations antisémites, la politique antisémite de Hitler, ça a commencé bien avant 1936. Donc, toute la fois, Blum, comme président du Conseil français, et donc responsable de la politique française, et d'autre part, Blum, comme juif, ne pouvait pas se déclarer hostile, absolument opposé à l'attitude antisémite de Hitler. Est-ce qu'il l'a fait et de quelle façon? Oui, je suis d'accord tout à fait avec l'esprit de votre intervention, M. Zetoun, tout à fait d'accord. Effectivement, si Blum l'a fait de manière claire en affirmant sa qualité de juif, c'est après qu'il ait quitté le pouvoir lors du congrès de l'ALICA du printemps 1939. Mais je crois, comme vous le laissez entendre, que Léon Blum, homme d'État juif, président du Conseil, a une certaine retenue pour, je dirais, ne pas engager avec la plus grande énergie la France dans un combat pour la défense des Juifs allemands. En d'autres termes, je pense qu'il ne voulait pas que son engagement politique et les responsabilités qu'il assumait en tant que président du Conseil soient considérées comme inspirées par son origine, par sa qualité de Juif. Je crois qu'il y a une certaine retenue chez Blum dans le combat contre le nazisme et l'antisémitisme à l'époque où il était en responsabilité. D'autres questions? Tony? Si je puis me permettre, il y a encore un élément de cette histoire, même si elle n'est pas directement liée à la judéité de Blum, c'est les brigades internationales qui ont été créées et dans lesquelles, par exemple, assez vite, le Parti communiste a adhéré. Et donc, un grand nombre de communistes y sont allés. J'ajoute que la non-intervention de l'Angleterre, par exemple, comporte une exception et pas n'importe laquelle. George Orwell va rejoindre les brigades internationales. Il a écrit un livre merveilleux. Mais je poursuis la question de des brigades internationales. Il y avait d'autres, évidemment, que les communistes qui y sont allés, mais Staline avait envoyé des armes aux communistes espagnols, et uniquement aux communistes espagnols, et beaucoup de ces armements ont servi, entre autres, à massacrer des anarchistes. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point? Mais absolument. Je poursuis juste ça. Je ne crois pas que l'histoire se retourne ou se répète. Je ne suis plus marxiste depuis longtemps. Mais je remarque un prolongement de certains événements, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que le rôle de la gauche, de l'extrême gauche du Parti socialiste, le rôle des socialistes moins gauchistes, etc., on entend des échos aujourd'hui. C'est-à-dire c'est une histoire qui chemine à travers je ne sais quel ruisseau et qui est encore présente. Aujourd'hui, le Parti communiste pèse 2%, le Parti socialiste pèse 2 ou 3%, et le champ libre est ouvert. Bon, je ne vais pas trop parler de ce qui nous attend ces jours-ci, est ouvert disons, à l'extrême droite. Et je n'arrive pas à théoriser ça, mais je suis frappé par ces prolongements. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? N'oublions pas que les brigades internationales vont entraîner à la fin de la guerre d'Espagne des centaines et des centaines d'Espagnols dans la France du Sud. Certains avaient appris comment se battre, certains se sont engagés dans la résistance, certains se sont retrouvés dans les camps, et ça a eu un effet quand même assez important. Et juste par rapport aux staliniens, dans la guerre d'Espagne, un écho que tout le monde se souvient,
une des dirigeantes du Parti communiste, la Pasionaria, qui avait écrit No passaran, ils ne passeront pas, c'est-à-dire Franco, mais en partie aussi, et sur l'ordre de Staline, il n'était pas question de laisser quelque rôle, que ce soit, je répète, aux anarchistes. Et ça, c'est dans les complexités de cette histoire du monde, je pense, dont on mesure encore des effets. Voilà. Avec plaisir, effectivement, c'est un sujet effectivement, sur lequel je crois que nous avons déjà travaillé il y a quelque temps, parce que j'avais cherché à parler des relations entre les Juifs et l'Espagne contemporaine, et j'ai évidemment longuement parlé des brigades internationales dans cet exposé. Alors, revenons-y avec grand plaisir. Effectivement, donc 18 juillet 1936, donc coup d'État des militaires espagnols. Dès le 24 juillet 1936, intervention de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste en faveur du camp de Franco. Et la République espagnole est bousculée. Déjà, quelques volontaires qui participaient aux Spartakiades, enfin aux Olympiades de gauche à Barcelone, s'engagent dans les milices anarchistes de Barcelone qui arrêtent les forces nationalistes à Barcelone. Mais en fin juillet 1936, Maurice Thorez, qui se trouvait à Moscou à l'époque, suggère à Staline d'aider le gouvernement espagnol et de créer des brigades internationales en vue de renforcer les forces de la République espagnole qui étaient dépourvues d'armée, puisque la quasi-totalité de l'armée régulière espagnole s'était rangée dans le camp nationaliste et que seules des milices ouvrières, mal armées, mal encadrées, cherchaient tant bien que mal à s'opposer au coup d'État. Donc, Staline y voit un intérêt, puisqu'à l'époque, la politique de l'Union soviétique était de se rapprocher des démocraties. Je rappelle que l'Union soviétique avait conclu un traité avec la France en 1935, un traité d'amitié, mais qui n'avait pas de volet militaire, et c'était la politique d'alliance, c'était la politique des fronts populaires, qui a d'ailleurs amené le Parti communiste français à soutenir activement le gouvernement Front populaire en juillet-août 1936. Donc, l'Union soviétique, Staline donne l'instruction à Dimitrov, le chef de l'international, de créer des brigades internationales, donc une armée de volontaires qui viendront aider le peuple espagnol. Et ces brigades sont créées de manière très efficace, très professionnelle, puisque dès septembre-octobre 1936, les volontaires affluent. Ce sont essentiellement des jeunes volontaires issus de la mouvance communiste, beaucoup de jeunes communistes français, beaucoup de juifs de la communauté juive parisienne, militants communistes, se sont engagés dans la brigade et ont passé la frontière espagnole. Mais il y a également beaucoup de jeunes idéalistes non communistes, anglo-saxons en particulier, qui sont engagés dans la brigade pour lutter contre le fascisme et pour le peuple espagnol. Donc les brigades se constituent dès l'automne 1936. Elles sont formées rapidement au camp d'Albacete, dans l'est de l'Espagne, et face à l'avance de Franco à Madrid, elles sont engagées sur le front de Madrid et arrêtent, c'est l'action des brigades, de la 11e et 12e brigade, qui arrêtent les troupes de Franco à la cité universitaire. Donc, le premier engagement des brigades internationales, deuxième engagement majeur des brigades internationales dans la bataille de l'Est, à l'Est de Madrid, la bataille de Guadalajara, la vallée de la Jarama. Les brigades internationales sont engagées et elles arrêtent, elles défont même les troupes italiennes au printemps 1937, les troupes italiennes qui menaçaient Madrid par l'Est. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y avait des milliers de juifs dans les brigades internationales, des milliers. Et que parmi les chefs les plus illustres des brigades internationales, il y avait le général Kléber, qui s'appelait en fait Manfred Stern, qui était un juif de Tchernowitz. Alors, le général Kléber, c'était un militant juif de Tchernowitz, qui est devenu dans les années 20 un agent de l'international, un agent du Comintern, et qui a révélé des talents militaires absolument exceptionnels, puisque c'est grâce à ces talents militaires, à ces talents de tactique, que les troupes de Franco ont été arrêtées à la cité universitaire. Et il a suscité la jalousie des militaires espagnols professionnels qui l'ont accusé de trahison.
Il a ensuite été dégradé. Il a été rappelé à Moscou au printemps 1937. Il a été arrêté à son arrivée à Moscou, torturé à la Loubianka et emmené au Goulag, où il est mort en 1954. Mais il y a eu beaucoup d'autres officiers juifs qui ont joué un rôle essentiel dans la brigade internationale. Il y a eu également le général Lukács qui a arrêté les troupes italiennes à Guadalajara en 1937. Donc voilà pour la brigade internationale, c'est un moment essentiel de l'histoire de la gauche européenne et je dirais de la générosité aussi, puisque les volontaires de brigade n'avaient pas de solde, ils s'engageaient pour une cause qui était très loin de leur culture originelle, je pense surtout aux Juifs d'Europe centrale, et beaucoup ont trouvé la mort. Il y a eu plusieurs milliers de brigadistes qui ont trouvé la mort. Donc, après la défaite de la République en 1939, les volontaires de la brigade internationale ont été internés en France dans des conditions abominables, ignominieuses, qui sont la honte de la France, pas la France de la Troisième République. Ils ont été internés au camp du Vernet et au camp de Gurs. Et ensuite, lors de la débâcle de 1940, beaucoup d'entre eux, ils ont été libérés et beaucoup d'entre eux sont engagés dans la résistance. Ils sont des acteurs majeurs de la résistance, des volontaires de brigade, par leur expérience militaire. Bon, autre point que tu évoquais, Tony, parce que je pourrais être très disert sur ce sujet, l'attitude de l'Union soviétique. L'Union soviétique a effectivement manipulé la République espagnole. Elle était son seul véritable allié, mais un allié qui était loin d'être désintéressé. D'abord, l'Union soviétique a reçu tout l'or de la Banque d'Espagne, qui était le gage des livraisons d'armes de l'Union soviétique à la République espagnole. Alors, ces armes ont été livrées, je dirais qu'elles ont été livrées effectivement, d'abord peut-être par priorité aux unités sous obédience communiste, notamment le 5e régiment dirigé par le général Lister, ou aux brigades internationales, mais elles ont été livrées quand même globalement à l'armée républicaine espagnole. Mais surtout, la police secrète stalinienne, soviétique, le NKVD, a envoyé très vite ses agents en Espagne, et ce sont ces agents qui ont mis en œuvre l'atroce répression du printemps 1937 à Barcelone, où effectivement non seulement les anarchistes de Barcelone ont été décimés, mais aussi et surtout les dirigeants du PUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est un parti ouvrier, un parti marxiste espagnol, qui n'était pas adhérent à l'internationale communiste, mais qui n'était pas trotskiste non plus. C'est un parti syndicaliste original qui a développé, je dirais, la collectivisation des terres en Catalogne et qui était considéré comme un adversaire idéologique majeur par les staliniens. Donc les dirigeants du POUV ont été massacrés par des agents staliniens. Son chef Andrés Nin a été torturé et assassiné dans des conditions abominables par des militants, des agents du NKVD. Et donc, je dirais, tout le côté libertaire de la révolution espagnole a été décapité à ce moment par Staline et ses agents. Et l'Union soviétique a eu une influence croissante sur la stratégie et la politique espagnole jusqu'à la défaite des Républicains en 1939. Voilà. Quelles étaient tes autres questions après Barcelone, Tony? Je crois qu'il y a d'autres questions. Tu faisais référence à la politique contemporaine. Oui, c'est un peu, pas flou, mais un peu incohérent ce que je dis. Je me demande si le paysage, y compris aujourd'hui, de la France, de l'Europe, n'est pas un prolongement dans le temps long de l'histoire de ces cassures, que ce soit dans le mouvement socialiste lui-même. Ensuite, le Parti communiste, comme on le sait, à la Libération, pesait 29% aux élections quand De Gaulle avait quitté ensuite le pouvoir. Aujourd'hui, il pèse 2%. Et donc, une grande partie de ces troupes est passée à l'extrême droite. Et je pense aussi, c'est flou ce que je dis, à la place de l'antisémitisme de gauche aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu as un peu des lumières. Voilà ce que je dis. C'est un peu incohérent, mais ça me fait penser, ton exposé très, très riche, ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est tout à fait stupide ce que je dis? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, on peut trouver des liens à propos de l'antisémitisme de gauche. On peut trouver des liens entre les calomnies antisémites dont Blum a fait l'objet au sein de la SFIO et l'antisémitisme de gauche que nous connaissons aujourd'hui. Bon, les communistes également n'ont peut-être pas eu un langage directement antisémite à l'égard de Blum, mais ils ont développé une telle haine, tel climat de calomnie à la suite de
sa prudence à l'égard de l'espagne républicaine, qu'il y a un soubassement antisémite dans le déchaînement d'hostilité à l'égard de Léon Blum que l'humanité a mis en œuvre jusqu'en 1939. Absolument. Sinon, bon, le champ idéologique a quand même beaucoup changé. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à cette époque, c'était une époque où le racisme est devenu, je dirais, le monstre qui a dominé l'Europe et qui a abouti à l'extermination de 6 millions de Juifs. Mais aujourd'hui, on trouve dans le courant dit woke une réhabilitation idéologique du racisme. C'est ça qui me frappe surtout. Alors que le racisme a d'abord triomphé, on sait ce qu'il a coûté à notre peuple. Il a ensuite été considéré comme l'abomination idéologique pendant 50, 60, 70 ans. L'antiracisme, rappelons-nous le mouvement SOS Racisme des années 80 était, je dirais, une idéologie qui paraissait à la fois généreuse et le bouclier des démocraties. Mais aujourd'hui, bon, l'antiracisme, et je vais citer un livre de Taguieff sur lequel j'aimerais bien travailler d'ailleurs, l'antiracisme est devenu fou. L'antiracisme est devenu une forme de racisme, puisqu'il légitime le cloisonnement entre des communautés de culture et d'origine différentes. Il légitime l'isolement de nos membres de communautés et il met en doute l'existence d'une communauté humaine unique. Et il estime qu'il doit y avoir des réunions racisées, et que d'aucuns ont une sensibilité qu'il faut ménager en raison de leur origine ethnique. D'une certaine manière, c'est le racisme qui triomphe. C'est mon opinion. Nous sommes très loin de Léon Blum, très loin des années 30. C'est presque un siècle qui nous en sépare, mais bon, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir que l'idéologie contemporaine peut réserver à nos enfants et petits-enfants. Merci Jean-Luc. D'autres questions? Juste à propos de la guerre d'Espagne, il y avait effectivement en proportion un nombre important de juifs dans les brigades internationales, mais il y en avait aussi, et pas des moindres, même si, comme beaucoup d'ailleurs des brigadistes, ils n'étaient pas là spécifiquement en tant que juifs, sauf à postuler une translation laïque et révolutionnaire de l'idéal de justice du judaïsme, mais parmi ceux qui ont été les maîtres de la répression, en particulier à Barcelone, il y a Arthur London, qui a été ensuite dévoré par ses propres maîtres, mais en particulier dans la répression du POUM et le sort qui a été fait à André-Nin, London a joué un rôle qui est loin d'être négligeable. Alors, on a souvent de London la figure de la victime des années 50 à Prague, mais il a aussi été en Espagne pendant la guerre civile. Il a aussi été très largement le bourreau de la Barcelone anarchiste et communiste. Oui, il y aurait un livre sur lequel nous, juifs, souhaiterions peut-être rester discrets, tout un livre, toute une étude à faire sur l'engagement d'un nombre de militants communistes d'origine juive dans les organes de répression staliniens depuis 1918. Parmi les tchéquistes, dès 1918, il y a eu nombre de militants bolcheviques d'origine juive. Il y a eu en particulier dans les années 20, 30 et 40 un personnage absolument horrible qui s'appelait Mechlis, qui fut un agent stalinien, qui fut un des rares juifs dans lesquels Staline eut toujours confiance et qui fut un tchéquiste, puis un agent du NKVD majeur pendant les années toutes les phases de répression du stalinisme. Mechlis a participé au Holodomor de l'Ukraine, donc il a participé à l'organisation consciente de la grande famille qui aboutit à des millions de morts en Ukraine. Il a participé aux grandes purges de 1937 où des centaines de milliers de cadres de la société soviétique ont été assassinés par Staline. Il a participé pendant la guerre à nombre d'exécutions de généraux qui avaient eu le tort de reculer ou de ne pas attaquer les troupes nazies alors que l'armée soviétique était complètement désorganisée face à la Wehrmacht. Donc,
mais Merkis, je crois, avait fait ses études dans un cheder, dans sa petite enfance. Je crois qu'il avait été même un militant des groupes d'autodéfense juifs lors des pogroms de la Révolution de 1905. Et c'est vraiment un sale personnage qui a eu beaucoup de sang sur les mains. Il y en a eu, hélas, beaucoup d'autres. Hein. Il y a eu beaucoup d'agents, je dirais, du NKVD d'origine juive qui ont fait passer leur engagement idéologique, leur foi aveugle dans le bolchevisme avant toute humanité, et qui ont d'ailleurs fait torturer et assassiner nombre de juifs sionistes ou communistes ou bons communistes qui n'avaient pas l'heure de convenir au paranoïaque qu'était Staline. Enfin, bon, ça, c'est un pan sensible de l'histoire du judaïsme européen, parce que la participation de juifs à la répression stalinienne a servi d'argument aux nazis, a servi d'argument aux nationalistes d'Europe de l'Est, aux Baltes, lituaniens, lettons, et aux Ukrainiens aussi, dans les pogroms que les nationalistes baltes et ukrainiens ont commis lors de l'arrivée de la Wehrmacht en juin 1941, au moment de l'attaque de l'Union soviétique. Ils ont dit, bon, les Juifs ont été les alliés des bolcheviks, nombre de Juifs ont participé aux arrestations, donc considérons que tous les Juifs en sont responsables. C'est un des arguments auxquels les nazis ont eu recours et qui a alimenté également la doctrine des nationalistes baltes et ukrainiens pendant la guerre, pendant, je dirais, l'agitation des maquis qui a perduré jusque dans les années 50 en Union soviétique, un domaine qui n'est pas très bien connu. Et encore aujourd'hui, dans l'idéologie de nombre de partis nationalistes baltes ou de l'extrême droite ukrainienne, il y a une référence à l'engagement bolchevique d'origine juive dans la répression antinationale. Donc c'est un sujet sensible. Robert, vous vouliez prendre la parole ? Micro, Robert, micro. C'est juste pour ajouter un point à ce que M. Landler vient de dire. L'engagement de Juifs, plus ou moins nombreux, il faudrait savoir exactement quantitativement quel était le nombre de Juifs engagés parmi les communistes dans ces pays-là, non seulement l'Union soviétique, mais aussi dans les pays baltes, c'est l'argument qui a été utilisé par les nazis. Les nazis décimaient tout à la fois les communistes et les juifs. Ils ne faisaient pas de différence. Pour eux, les communistes étaient juifs et les juifs étaient communistes. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire, ce que j'essaie de dire absolument. Effectivement, d'une façon générale, dans l'idéologie hitlérienne, dans Mein Kampf et dans la phraséologie dans laquelle ont été formés les dirigeants, les SS, et ensuite les dirigeants des unités spéciales de Tuerie, les Einsatzgruppen, qui ont assassiné 2 millions de Juifs en Union soviétique au début de la guerre. Dans cette idéologie, il y avait une identification absolue entre le bolchevisme et le judaïsme. Hitler parlait du judéo-bolchevisme. Pour Hitler, le bolchevisme était une idéologie juive destinée à dominer le monde. Et les Juifs avaient en fait 2 tentacules, la tentacule du capitalisme américain, puisque chacun sait que les Juifs dominent Wall Street et que Roosevelt était leur instrument, Churchill aussi, et d'autre part la tentacule du bolchevisme, puisque pour lui, bon, Staline, donc il cherchait quand même, en faisant vérifier par Ribbentrop la taille du lobe de son oreille. Il s'est à un moment demandé si Staline n'avait pas une origine juive, donc il n'a pas pu le démontrer. Mais bon, il était persuadé que Staline était lui aussi une marionnette des Juifs. Et la présence de quelques bolcheviks d'origine juive dans le cercle étroit des staliniens, je pense à Kaganovitch par exemple, ou avant qu'il soit exécuté Kamenev et Zinoviev, était également un argument utilisé par les nazis
pour dénoncer le bolchevisme. Donc pour Hitler, il y avait effectivement une identification absolue entre judaïsme et bolchevisme, et ce principe a été retenu par les mouvements nationalistes baltes et ukrainiens en 1941. Et ce qui a amené effectivement ces Baltes et Ukrainiens à devenir les petites mains, les outils, les instruments locaux des assassins nazis. Les nazis leur ont délégué des massacres. Oui, cela étant, ni les Baltes ni les Ukrainiens n'avaient vraiment besoin de l'alibi de l'adhésion d'une partie des Juifs au communisme pour avoir développé préalablement un antisémitisme furieux qui était largement d'origine religieuse. Absolument. Absolument. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut aussi distinguer, effectivement, il y a eu, si on prend le cas des brigades internationales, la fourchette est variable, mais on estime généralement que 10% des engagés, autour de 10% des engagés étaient d'origine juive et se sont mis effectivement au service d'une cause qui était celle de la liberté et de la lutte contre le fascisme. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer ceux des Juifs, effectivement, qui ont occupé un rôle clé, si on prend l'appareil soviétique, et puis surtout l'appareil stalinien, ceux qui ont occupé un rôle clé dans l'appareil stalinien, mais qui sont rapidement devenus très peu nombreux à cause précisément de l'antisémitisme stalinien, et puis effectivement des masses juives importantes qui ont adhéré par idéal et par volonté de justice, ici et maintenant, à l'idéologie communiste. Donc, Tout à fait, absolument. Il est bien évident qu'effectivement, le bolchevisme était un immense espoir pour les masses juives d'Europe orientale. Dès 1918, Lénine a présenté l'antisémitisme comme une forme de cannibalisme. Je crois que c'est dans la phrase de Staline. Mais Lénine a dénoncé l'antisémitisme comme une forme de barbarie et la révolution d'octobre a d'emblée permis aux Juifs de bénéficier d'une totale égalité avec les autres citoyens de la toute jeune Union soviétique. Dans les années 20, il y eut un véritable âge d'or pour la société juive d'Union soviétique, puisque les Juifs ont pu d'abord évidemment tout de suite quitter la zone de résidence à laquelle ils étaient astreints. Ils ont pu accéder à toutes les professions, ils se sont précipités à l'université, leur soif d'études, de culture leur a permis d'atteindre très vite les plus hauts niveaux de la société soviétique, et ils ont formé des cadres dont la jeune Union soviétique avait bien besoin, tant dans les domaines techniques qu'intellectuels. Il est probable que 5 à 10% des étudiants des universités soviétiques en 1930 étaient d'origine juive, alors que les Juifs étaient évidemment beaucoup moins nombreux. Staline, géorgien, probablement paranoïaque, dès le milieu des années 30, fait preuve, je dirais, d'une méfiance à l'égard des Juifs, et il est probable que la nécessité qu'il a, le sentiment qui lui a paru nécessaire la nécessité qui lui a paru indispensable de se rapprocher de l'Allemagne nazie en raison des carences des démocraties occidentales, l'a amené à se séparer de Litvinov, par exemple. De 1931 à 1939, Maxime Litvinov était ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Il a joué un rôle essentiel dans le rapprochement entre l'Union soviétique et les démocraties occidentales. C'était la vitrine souriante de l'Union soviétique, une image positive de l'Union soviétique. Maxime Litvinov, bien évidemment, était juif. Staline l'a remplacé au printemps 1939 par Molotov, à un moment où probablement Staline avait estimé qu'il n'avait aucune perspective d'alliance, de rapprochement avec les démocraties occidentales, où l'idée d'un rapprochement avec l'Allemagne nazie, d'un pacte germano-soviétique lui a paru nécessaire. Ensuite, Staline a fait preuve d'antisémitisme à plusieurs reprises, en particulier entre 1948 et 1953, où il a mis en œuvre une campagne de dénonciation du cosmopolitisme en Union soviétique, campagne qui a déclenché, je dirais, une véritable terreur chez les Juifs d'Union soviétique. Donc la paranoïa de Staline avait un volet antisémite incontestable.
D'autres interventions, d'autres... Paul? Quels étaient les rapports ou les sentiments de Léon Blum vis-à-vis de De Gaulle? Oui, tout à fait. Ils se connaissaient. Absolument. Merci pour cette question. Effectivement, Léon Blum a rencontré le colonel de Gaulle dès 1932-33, je crois, lorsque de Gaulle a écrit son livre « Au fil de l'épée ». À cette époque, de Gaulle, qui était un militaire un petit peu lobbyiste, comme dirait aujourd'hui, de Gaulle cherchait à convaincre les hommes politiques français de la nécessité de développer une arme blindée, donc de moderniser l'armée en s'appuyant sur le couple char et avion. Donc, il en a convaincu Paul Reynaud, un politique de droite. Il a rencontré Léon Blum également, à une époque où Léon Blum était dans l'opposition. Léon Blum l'a accueilli avec amabilité, mais quand même une certaine prudence. Léon Blum, à l'époque, c'était, je crois, vers 32-33. À cette époque, Léon Blum n'était pas, je dirais, encore très inquiet des menaces nazies, et pour lui, la politique de réarmement n'était pas une priorité. Mais bon, donc, Léon Blum a connu de Gaulle dès 1932-33. Bon, au moment du Front populaire, il n'avait pas du tout fait appel à lui. De Gaulle était un colonel, il poursuivait sa carrière dans l'armée. Mais en 1940, donc après l'octroi des pleins pouvoirs au maréchal Pétain et l'emprisonnement de Léon Blum a pris connaissance de l'appel du 18 juin et il a fait part à ses visiteurs de sa sympathie pour le général de Gaulle. Et il a réussi à faire passer des courriers à De Gaulle, alors qu'il était Blum, emprisonné à Bourrassol ou au fort du Portalet, à faire passer des courriers à De Gaulle pour lui faire part de son appui et qu'il voyait en lui un rempart pour la démocratie. Blum a contribué à ce que De Gaulle, je dirais, renforce son assise à Londres, alors que nombre de militants socialistes réfugiés à Londres, je pense en particulier à Louis Bloch, qui est un journaliste du Populaire, étaient, et sont restés d'ailleurs pendant toute la guerre, très anti-gaullistes. Louis Bloch est devenu proche de Raymond Aron et d'André, comment ça s'appelait, Lagarde ou Lafarge, Labarthe, d'André Labarthe, qui était l'animateur d'un courant de résistants de gauche, mais qui ne s'est jamais pleinement rallié au gaullisme. Donc, pour résumer mes propos, oui, Léon Blum connaissait De Gaulle dès le début des années 30. Il savait que c'était un militaire de grande valeur. Il savait qu'il avait des vues de visionnaire sur la nécessité de moderniser l'armée française. Et donc, oui, dès 1940-41, Léon Blum a soutenu l'action de la France libre. Et il a fait savoir au général de Gaulle par tous les moyens de communication dont il disposait. Et bien évidemment qu'ensuite, dès que Blum a été interné à Buchenwald, aucune communication lui était possible. Et donc Blum ensuite est revenu en 1945. Bon, après 1945, le général de Gaulle était au pouvoir. Il avait beaucoup de considération, de respect pour Léon Blum. Léon Blum ensuite a suivi l'évolution politique de son parti. Il s'est méfié des velléités constitutionnel un peu autoritaire du général de Gaulle. Donc, à la fin de sa vie, Léon Blum, fidèle à l'idéologie du Parti socialiste et de la 4e République, a pris ses distances avec le général de Gaulle, qui à l'époque avait fondé le RPF et qui critiquait vertement les institutions de la 4e République. Voilà. Un petit mot encore, il nous reste quelques minutes pour parler de l'ambivalence des dirigeants ou des militants juifs communistes face aux juifs religieux. Bon, Appelfeld raconte très bien comment dans sa famille proche et les rabbins qui animaient les cheder, chedarim si vous voulez, il décrit comment des juifs enfants de ces personnes voient arriver des juifs communistes et se moquer de leur ancien instituteur au cheder et de leur couper la barbe. Jusqu'à brûler des synagogues. Jusqu'à brûler des synagogues. En plus, oui. En plus. Et encore un dernier mot, avec l'amitié que j'ai pour certains de mes amis trotskistes, un certain Léon David
j'ai oublié comment son nom, Bronstein, qui s'était fait appeler Trotsky. Lev Davidovitch. Davidovitch, c'est ça, oui. Et qui a dirigé l'armée rouge, qui est devenu un rival terrible de Staline, mais il a dirigé l'armée rouge, non seulement d'une main de fer, mais il a conduit des massacres assez substantiels, même, il me semble, mais là c'est moins clair pour moi, contre des juifs. Et si Trotsky, dit-on, avait pris le pouvoir après la mort de Lénine, Lénine avait la considération pour lui, je dis quelque chose comme ça, que ça aurait été certainement la même chose. L'Union soviétique dirigée par Trotsky aurait été la même chose. Bon, voilà. La grande chance de Trotsky et des trotskistes, c'est que Trotsky est mort sans avoir le pouvoir. Oui, bon, avec un pic à glace, c'était pas très bon. Non, mais ça permet de garder l'aura à la personne de Trotsky et au trotskisme en général. Et juste pour dire enfin quelque chose de bien sur les communistes, individuellement ont été admirables. Je pense juste à Marcel Paul, à Buchenwald, qui a aidé, sauvé même un certain Marcel Bloch, qui deviendra Marcel Dassault. Il faut rendre hommage à ces juifs, ces communistes non juifs, qui ont été admirables, et il faut leur rendre cet hommage. Voilà. Absolument. Bon, c'est très difficile de refaire l'histoire. Ah oui, bien sûr. Oui, je peux dire un mot un peu personnel, qui est en soi critiquable d'ailleurs. Il est très difficile de refaire l'histoire et je ne voudrais pas tenir des propos anachroniques. Mais effectivement, on peut peut-être regretter que l'héroïsme de la résistance communiste, qui est tout à fait exceptionnel, dans laquelle nombre de juifs se sont illustrés, n'ait pas permis d'être investi dans le sauvetage des juifs de Drancy en particulier. Je pense que les résistants juifs de la Moye, par exemple, obéissaient aux ordres du Parti communiste et ils n'ont pas pu s'engager dans le sauvetage de leurs frères en voie de déportation ou menés vers l'assassinat. Ils n'ont pas pu le faire parce que le parti ne leur en a pas donné les moyens et parce que ce n'était pas le but à l'époque, il s'agissait de lutter pour la France. C'est effectivement un point douloureux. C'était des héros juifs, mais ils n'ont pas pu lutter pour le peuple juif. Je pense aux héros de la Moye. Et dans la Moye, les Juifs des 23, ils étaient 23. Je pense à eux. Nos frères pourtant, oui, qui ont été fusillés donc un matin de 44. Bon. Février 44. Absolument. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, de remarques, je propose que nous remercions Jean-Luc pour cette belle séance consacrée à Léon Blum et à bien d'autres choses importantes encore. Donc, comme le veut la tradition du Beth Midrash, je crois, je vous suggère d'ouvrir vos micros et de remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'honneur est pour moi. Merci. Alors, une suggestion. Voilà. On ferme les micros. On ferme les micros à Aline, faire les annonces. Non, c'est une suggestion. Est-ce que M. Landler pourrait, pour l'enregistrement, refaire une partie de son exposé, parce que cet enregistrement sera important, précieux, et il a été malheureusement raté pour une partie de son exposé du fait des problèmes de connexion. Alors, ce serait avec plaisir, hein, je veux bien si Tony le souhaite. Alors, sans vouloir trop parler de ma modeste contribution, j'ai publié donc cette intervention dans Sifri Athénou. Donc vous avez mon texte ou une partie de mon texte dans Sifri Athénou où j'ai cherché à recenser les éléments afférents à l'identité juive de Léon Blum à partir de l'œuvre de Frédéric Salabarou, donc Léon Blum, et à partir de la biographie de Léon Blum d'Alain